Et aujourd'hui, on va parler de la peur. Qu'est-ce qui déclenche la peur? Comment nous agissons quand la peur est bien gérée? Comment on agit lorsqu'elle n'est pas gérée du tout? Ce qui n'est pas un jugement de valeur, c'est plus pour savoir quand est-ce que ça va être efficace pour nous ou quand plutôt on va avoir tendance à agir d'une manière où ça va être plus difficile, à la fois émotionnellement et à la fois en termes de relation à l'autre, de relation à soi, de comportement, de difficulté pour avancer. Et puis, on finira par le processus en 5 étapes inspiré du processus naturel de croissance de la psychologue Michel Larrivé pour apprendre à bien vivre avec la peur. Pour me présenter en quelques mots, je suis coach de vie depuis 4 ans et j'accompagne les femmes ambitieuses à dépasser leur peur pour manifester la vie qui les fait vibrer. Alors, on peut voir la peur de différentes manières. On peut avoir comme postulat dans la vie que les peurs, c'est comme un manque de confiance. Ça équivaut à un manque de courage. Ça équivaut à quelque chose qui nous paralyse et qui nous empêche d'être heureuse, de manifester la vie qui nous fait vibrer. Parfois aussi, on peut prendre un peu de recul sur nos émotions et on peut imaginer que la peur est un indicateur qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, un indicateur d'émotions qui sont là, un indicateur de besoins plus ou moins satisfaits. C'est une boussole pour nous indiquer qu'on a besoin de se protéger ou de se dépasser. On peut aussi voir la peur comme un outil qui peut nous aider à déployer toute notre puissance, pour vous aider à déployer toute votre puissance. Ça, c'est des croyances que je trouve aidantes pour arriver à la fois lorsqu'on est dans une situation compliquée, et que la peur est vraiment présente un peu partout, à pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir alléger ce poids qu'on peut ressentir, les sensations qu'on peut avoir qui sont différentes en fonction de chacune de nous. Carl Gustav Jung disait à propos de la peur, trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite la prochaine étape de sa croissance. Donc, dans nos perceptions, on peut considérer la peur comme quelque chose qui nous bloque, ou on peut considérer la peur comme un indicateur de quelque chose aujourd'hui. Si c'est désagréable, si c'est difficile, si ça bouffe notre énergie, c'est qu'on a des choses à transformer qui nous permettront d'évoluer personnellement. Alors, par rapport à notre programme d'aujourd'hui sur qu'est-ce qui déclenche la peur, c'est notre premier sujet. Ça nous permet d'avoir une vision de qu'est-ce qui est notre sujet personnel qui, en amont, va faire que la peur arrive. Ça nous permet d'anticiper et de voir tout le processus de la peur. Ce qui va déclencher la peur, c'est notre perception d'un danger. La peur, c'est une émotion d'anticipation. Donc, quand quelque chose se passe et que c'est perçu par nos sens et remonté comme information jusqu'à notre cerveau qui va l'interpréter comme un danger, on va anticiper ce danger pour chercher soit à se protéger, soit à se dépasser en fonction des circonstances. On en parlera plus amplement par la suite. On anticipe ce qui pourrait se passer dans un avenir plus ou moins proche et que l'on imagine comme pouvant être un danger pour nous. Par exemple, si on est au volant d'une voiture et qu'on voit une voiture qui se rapproche de nous, on peut la voir comme un danger et avoir peur qu'elle vienne nous heurter. Si on est par contre pilote de course, expérimenté dans la conduite difficile, eh bien, dans la même situation, on pourrait voir cette voiture qui se rapproche comme une situation qui est un défi, là où d'autres
comme moi, qui ne sont pas experts dans la conduite, pourraient voir ça comme une possible catastrophe. Maintenant, je vous invite, par rapport à cet exemple, à vous demander qu'est-ce que vous en déduisez. Moi, j'en déduis que la peur est subjective. Chaque personne va interpréter la situation différemment en fonction de ses expériences personnelles et de ses capacités personnelles. Dans notre exemple, les capacités de conduite vont avoir un impact important dans la perception qu'on va avoir de la peur. Et nos expériences personnelles, si parfois on a eu des expériences difficiles qu'on n'a pas pu dépasser, peuvent aussi jouer sur nos perceptions euh, de la peur, du danger qui va se présenter à nous. J'aime bien cette citation aussi de Michelle Obama dans son livre Cette lumière est en nous, son dernier livre, qui dit que c'est une réaction instinctive face au désordre, à la différence, à l'éruption d'un élément nouveau et intimidant. Dans certains cas, c'est une réponse parfaitement rationnelle, alors que dans d'autres cas, pas du tout. C'est pour ça que la manière dont on apprend à gérer la peur va être primordiale. Alors, comment on agit pour savoir et se guider un peu, comment on agit quand la peur n'est pas gérée du tout? Euh, Dans certains cas, comme un vol à main armée, par exemple dans un magasin, la paralysie va être une stratégie de protection qui me paraît plutôt efficace. Par contre, face à un danger sur la route, comme on l'évoquait tout à l'heure, il va être plus efficace d'agir pour éviter le danger plutôt que d'attendre passivement que la voiture nous rentre dedans. Il est fort probable que si du coup un danger nous arrive dessus, la paralysie ou la panique nous handicape. Alors que dans le premier cas du hold-up, la paralysie ou la panique serait plutôt une attitude qui nous permettrait d'éviter que le danger vienne jusqu'à nous. Et dans nos relations interpersonnelles, eh ben, c'est un peu la même chose. Si on a peur qu'un conjoint ou un ami nous quitte, dans le cas où on lui exprimerait notre colère, colère saine, je ne parle pas d'agressivité, je parle de partager ce qui nous contrarie, ce qui nous met en colère. Si on est paralysé et qu'on ne dit rien, ça va faire naître des frustrations chez nous et ça pourrait nous conduire par la suite à exploser comme une cocotte minute à force de frustration. Dans ce cas-là, la paralysie ou la panique ne serait pas un comportement approprié pour pouvoir bien gérer la peur. Donc, parfois, si on tente d'éviter tous les dangers, tout ce qui nous fait peur, on va se fermer des portes. Notre avis sera plus restreinte. Et si on a envie de se sentir plus libre de nos actions, plus libre de vivre ce qui nous fait envie, on va avoir besoin d'apprivoiser nos peurs. Et j'aime bien dire en choisissant nos batailles. L'idée, c'est de choisir des défis qui représentent pour nous un intérêt. L'idée, c'est de mettre dans la balance le prix à payer pour apprivoiser la peur au coût, par rapport au coût que ça va impliquer pour nous d'éviter la situation qui nous fait peur. Si on reprend la situation de relations interpersonnelles ou par peur de mettre l'autre en colère, on est paralysé, on ne dit rien, le coût d'éviter la peur qui va créer des frustrations chez nous, une cocotte minute, et puis après peut-être une agressivité, et donc du coup un engrenage très négatif dans la relation, pourrait être plus important que le prix à payer pour arriver à se connecter à nos ressources, pour pouvoir exprimer nos ressentis de manière affirmative et de manière confiante, même si au fond de nous, on n'est pas encore tout à fait à l'aise par rapport à ça. Donc, vous avez vu que comment on agit quand la peur n'est pas gérée, il n'y a pas un comportement bien défini
qui dit dans ce cas-là, c'est mal géré. C'est en fonction de la situation où la paralysie va être un comportement qui va plutôt nous desservir, alors que d'autres fois, la paralysie va nous servir. Euh, parfois, parfois agir va être plutôt mais non, pas du tout. C'est l'évitement de tout ce qui nous fait peur qui va parfois, dans le cas où le coût d'éviter la peur est plus important que l'effort que ça nous demanderait d'apprendre à apprivoiser nos peurs, c'est là euh, qu'il va être important de peser les choses et de voir comment avancer pour agir de manière à ce qu'elles soient bien gérées. On en arrive à notre chapitre suivant, dans lequel je voulais vous partager comment on agit quand la peur est bien gérée. Dans l'exemple de la voiture qui se rapproche de la vôtre, la perception du danger va vous pousser à agir pour éviter l'accident. C'est ce qui permet d'évaluer les distances, les trajectoires et d'éviter ou de minimiser l'accident qui se présente à vous. Comment peut-on qualifier cette action? Cette action d'éviter, de minimiser, d'évaluer les distances pour éviter l'accident. C'est une manière de se protéger. Donc la première manière d'agir pour bien, quand on gère bien ses émotions, bien la peur, ça peut être de se protéger. Lorsque le danger est réel, la protection est l'un des comportements adaptés pour préserver notre vie. Tout à l'heure, on parlait du fait d'éviter toutes les situations dans lesquelles on imagine un danger et on a peur, peut être paralysante dans notre vie, mais dans certaines situations, quand on est face à un danger réel, la protection va être un comportement approprié. Mais par contre, si vous avez peur des hommes, cela peut vous empêcher de développer une relation amoureuse, stimulante et enrichissante, par exemple. Quand on constate l'importance que revêt un sujet pour nous, cela nous donne la motivation d'apprivoiser notre peur. Elle se fait étape par étape. Il faut graduer le contact avec ce qui nous fait peur pour euh, arriver à persévérer et au fur et à mesure faire réduire les symptômes, la sensation de peur, de manière à ce que notre cerveau ne perçoive plus la situation petit à petit comme aussi dangereuse qu'elle la percevait au fur et à mesure comme une désensibilisation pour des allergies. Dans ce cas, le comportement qui sera utile pour retrouver un équilibre émotionnel sera se dépasser. Donc, il peut y avoir deux situations quand la peur est bien gérée. Quand il y a un réel danger, il peut être utile de se protéger. Dans d'autres cas, quand du coup le danger est plus perçu alors qu'il n'est pas réel, et on verra dans le processus de 5 étapes, en 5 étapes, comment on peut évaluer tout ça, il peut être utile de se dépasser, d'expliquer à notre cerveau que nos expériences, notre histoire personnelle nous ont amené à penser, à ressentir des émotions de peur, alors que dans le cas présent, aujourd'hui, on serait capable de faire face à cette situation qui ne représenterait pas un danger pour notre vie et qu'on pourrait apprendre à désensibiliser au fur et à mesure de petits pas où on se connecte, où on se frotte à cette situation que l'on pensait être un danger. Donc voilà les trois premiers espaces. On a un peu plus d'idées sur comment percevoir la peur, les différentes perceptions qu'on peut avoir, celles qui vont plutôt nous freiner et entretenir nos peurs, celles qui pourraient nous permettre de dépasser la peur. Est-ce qu'on la voit comme un manque de confiance, quelque chose de fataliste, ou est-ce qu'on le voit comme quelque chose qui est un challenge, qui pourrait nous aider à nous dépasser, qui pourrait nous aider à créer une autre vie? On a vu comment on agit quand la peur n'est pas gérée. Parfois,
éviter systématiquement les situations qui nous font peur. Parfois, être paralysé peut être utile, mais souvent être paralysé va être plutôt un un facteur d'entretien de cette peur. Et puis, je voulais finir ce petit Zoom aujourd'hui par un processus en 5 étapes qui est issu du processus naturel de croissance que propose Michel Larivée dans ses travaux. C'est donc une psychologue dans ses travaux et qu'elle partage dans des ouvrages que j'ai personnellement expérimenté et qui marchent pour moi, que j'utilise, puisque comme tout le monde, je suis régulièrement traversée euh, par la peur et j'apprends à intégrer ce processus pour pouvoir euh, manifester ce qui est important pour moi dans ma vie. Ce processus en 5 étapes, il commence par observer ce qu'il se passe dans le corps. Souvent, quand la peur est là, elle nous a pris au niveau corporel et puis après, on reste dans le mental. Notre émotion va provoquer un certain nombre de pensées qui vont les unes après les autres justifier que la situation est dangereuse et qu'il faut absolument agir pour éviter ce danger. Lorsqu'on n'est pas dans un cas d'urgence, comme quelque chose qui tombe du ciel, un accident, une voiture qui nous vient dessus, mais une situation où l'on a le temps de prendre un peu de recul, il est important de prendre quelques minutes pour voir si notre rythme cardiaque s'accélère, si notre acuité visuelle, mentale, auditive aurait pas été un petit peu sensibilisée, s'il y a des sensations de chaleur, s'il y a des sensations autres de douleur, qu'est-ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Ça nous permet de revenir un peu à la réalité de l'instant présent, cette première phase d'observation. Elle nous permet aussi de prendre du recul et de mettre un nom sur l'émotion que l'on vit, puis d'observer son intensité. La peur, c'est un terme générique, mais il y a toute une gradation. Est-ce qu'il s'agit d'une crainte, d'une appréhension, d'une inquiétude, d'une vraie peur, de l'effroi, de la terreur ou d'une panique? Ça nous permet de mettre ce nom, d'avoir un peu une échelle. Sinon, on a face à un gros bloc qui nous est un petit peu diffus et qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Si l'on peut avoir conscience que c'est simplement une crainte, ça permettra d'alléger la suite du processus et d'avancer plus facilement. Si on est face à de l'effroi, de la terreur ou de la panique, il va peut-être être nécessaire de prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de distance, un peu plus de temps, de revenir un peu plus à soi et à son corps pour pouvoir avancer dans le processus. Ça, c'était la deuxième étape. On observe ce qui se passe dans notre corps, on met un nom sur l'émotion en gradant entre la crainte, avec au milieu la peur, et la terreur ou la panique, qui sont d'une intensité beaucoup, beaucoup plus importante qu'une simple appréhension. La troisième étape est d'observer quel est votre état intérieur et comment vous agissez. Observez-vous. Est-ce que vous êtes agité, vous bougez partout, sans vraiment aller nulle part? Est-ce que vous vous sentez abattu comme un poids avec une position corporelle plutôt tombante? Quel est le volume de votre voix? Est-ce que vous parlez? Si vous parlez, est-ce que vous parlez fort? Est-ce que vous parlez vite? Est-ce que vous n'osez pas trop et que vous avez une petite voix qu'on entend à peine? Est-ce que vous êtes silencieuse tellement vous êtes ébahi? Comment vous vous tenez? Comment vous vous déplacez? Est-ce que vous faites des mouvements? Est-ce que vous faites des mouvements brusques? Est-ce que vous touchez d'autres gens par rapport à vos mouvements? Quel est votre, votre comportement en termes de gestuelle? Euh, c'est la troisième étape. Parce que souvent, on n'a pas conscience, quand on a peur, on est vraiment concentré à l'intérieur sur nos pensées sur le danger et on ne voit plus
comment on réagit, comment on est. Cette étape-là permet de mettre encore plus de conscience sur ce que l'on vit pour pouvoir dérouler ce processus. Euh, J'aime bien comme Michel l'appelle naturel parce que il y a tout un tas de fois où on le fait naturellement, c'est lorsque ça bloque. On va avoir besoin de consciemment utiliser ce processus pour pouvoir faire remonter un certain nombre d'informations qui nous sont coupées parce qu'on est un peu en mode survie quand certaines peurs vont prendre le dessus. Donc voilà, ces trois premières étapes, on revient un peu plus en conscience sur ce que l'on vit à la fois euh, par rapport aux sensations corporelles, par rapport à la gradation de notre émotion, l'intensité, est-ce qu'il s'agit d'une simple crainte, appréhension, peur ou vraiment de la panique ou de la terreur? Qu'est-ce qui se passe en termes de comportement, comment on agit? Et puis, la quatrième étape maintenant, c'est d'explorer les pensées. Mais du coup, on explore les pensées après avoir pris ce recul et après avoir fait monter à la conscience un certain nombre d'éléments qu'on avait oubliés, qui permet de couper un petit peu ce circuit où on va avoir accès que au départ à des émotions très instinctives. Là, de revenir un peu à ce que l'on ressent, nous permet de prendre ce recul qui nous permet de couper ce circuit qu'on appelle le circuit court pour revenir à un circuit long euh, et qui nous va nous permettre de vérifier si nos pensées sur la peur sont réalistes ou irréalistes. La peur, c'est une invitation à évaluer justement la situation. On évalue rapidement un danger, mais avec ce processus, ça vous invite à vérifier si votre perception du danger, elle est juste ou pas. L'imagination joue un rôle super, super important dans nos perceptions de il y a danger ou il n'y a pas de danger. Du coup, on se berne un peu parfois nous-mêmes et on se berce un peu d'illusions. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de revenir. Après être revenu à nos sensations, nos émotions et nos comportements, à quels sont les faits. Quelles sont les déductions que je fais par rapport à cette situation? De se demander si elles sont évitables ou inévitables. Est-ce que vraiment il n'y a pas d'autre option? Est-ce que vraiment il n'y a pas d'autre manière d'interpréter cette situation? Est-ce qu'on n'a pas, dans les films qu'on a vus, dans les gens qui nous entourent, vu des contre-exemples par rapport à la façon dont nous, on imagine cette situation? Et la dernière question qu'il est intéressant de se poser pour prendre ce recul, vérifier si la peur est réaliste, c'est de quoi aurais-je besoin? De protection ou de me dépasser? En prenant ce temps de réflexion, vous verrez au fur et à mesure de pratique du protocole, les réponses vous arriveront de plus en plus facilement. Au début, il faut parfois un petit peu de temps, il faut parfois un petit peu de calme, un peu de prise de recul. Et au fur et à mesure qu'on le pratique, finalement, les réponses viennent presque instinctivement. Et la dernière étape, c'est d'agir pour respecter ce dont vous avez besoin et que vous venez d'identifier, puis de faire, comme je le disais tout à l'heure, des petits pas. Des petits pas pour que votre cerveau puisse comprendre petit à petit que finalement, en s'exposant un tout petit peu, on se désensibilise et on commence à faire comprendre à notre cerveau que finalement, il n'y a pas lieu d'avoir un danger dans ces situations-là. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce beau protocole qui, dans les trois premières étapes, revient à soi, revient à son corps, revient à ses émotions, revient à ses comportements pour se recentrer, à en pouvoir un peu explorer d'une manière différente que nos pensées automatiques qui nous viennent tous les jours, qui sont d'ailleurs à 90% les mêmes que la veille, de se poser des questions différentes telles que proposées dans le protocole. Quels sont les faits? Qu'est-ce que j'en déduis? Est-ce que ces déductions que je fais sont inévitables ou pas?
et de quoi ai-je besoin de protection ou de me dépasser avant de définir un plan d'action et de faire des petits pas. C'est le protocole que j'utilise et qui me permet d'avancer un peu chaque jour sur mes émotions, sur ma gestion de la peur. Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer. Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser. Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivies pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!